Je reprends alors peut-être pour ceux qui vont écouter. Donc, nous reprenons le cours sur inflammation. Donc, c'est le deuxième cours. Donc, la fois dernière, nous avions vu inflammation aiguë et absédation. Et aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer sur inflammation chronique et réparation. Donc, l'inflammation chronique est également un concept qui est assez difficile à définir. Et il n'y a pas de définition idéale. Premier type de définition, c'est absence de réparation de la phase aiguë. Cela est évident d'après le schéma qu'on a montré. Mais vous avez vu également dans le schéma que de temps en temps, la lésion peut directement donner un aspect d'inflammation chronique sans que, cliniquement, histologiquement, on ait pris conscience de l'existence d'une phase aiguë. C'est pour cela que ça varie, cette définition varie aussi selon l'agent causal. On sait que l'inflammation chronique est le mécanisme physiopathologique qui est responsable de la plupart des maladies d'aujourd'hui, que je le répète, mais maladies comme l'asthme, la bronchite chronique, les hépatites chroniques sont des maladies assez fréquentes, et le diabète, je ne l'ai pas mis ici, le diabète de type 2, maladie inflammatoire, même l'obésité, on avait vu que ce n'est pas une inflammation typique, mais l'obésité aussi, il y a un processus inflammatoire chronique. Donc vous voyez que beaucoup de maladies fréquentes, également des maladies moins fréquentes, comme des maladies, la polyarthrite rhumatoïde, vous verrez, c'est une maladie auto-immune qui est rhumatologique, c'est une maladie quand même qu'on connaisse bien les rhumatologues. Bilharziose, vous voyez ici un agent infectieux, vous verrez en parasitologie, lorsque vous ferez la parasitologie, les bilharzies qui peuvent donner des inflammations chroniques de façon typique, et puis des maladies auto-immunes du système nerveux central, par exemple la sclérose en plaques, qui est elle aussi un prototype d'inflammation chronique dans le système nerveux central. Donc voici la moins mauvaise définition. Et ce qui est important, il y a 3 points dans cette définition. Premièrement, inflammation qui est persistante, évidemment, chronique, c'est le terme de chronique, et qui est deuxièmement, point fondamental, il ne faut vraiment pas que vous l'oubliez celui-là, c'est associé à une réparation. C'est-à-dire que sur la coupe histologique, on a à la fois des témoins d'inflammation cellulaire et des témoins de réparation. Deuxièmement, quelles sont les cellules qui sont impliquées? Très important. Les cellules sont essentiellement des cellules mononucléées, c'est-à-dire des dérivés des monocytes, macrophages et leurs dérivés, et des dérivés des lymphocytes avec leur phase terminale pour les lymphocytes B, c'est-à-dire les plasmocytes. Et comme vous le voyez, habituellement, dans la phase chronique, il y a peu de réactions exsudatives. Vous vous rappelez, on avait vu la fois dernière la définition de la phase exsudative. Dans l'inflammation chronique, en phase classique chronique, il y a peu de réactions exsudatives. On le verra, de temps en temps, les inflammations chroniques évoluent par poussée. Dans des poussées, vous pouvez avoir des phases aiguës. Mais habituellement, dans la phase d'état de l'inflammation chronique, il y a peu de réactions exsudatives. Donc, premièrement, les cellules. Deuxièmement, très important, néoangiogénèse et fibrose. On le verra, néoangiogénèse, c'est classique de la réparation, c'est un témoin de réparation. Donc, histologiquement, on va témoigner qu'il y a un processus de réparation. Et deuxièmement, fibrose. On définira la fibrose tout à l'heure, mais c'est production de matrices extracellulaires, donc qui fait partie intégrante de l'inflammation chronique. Troisièmement, très important, la destruction et le remodelage de l'architecture tissulaire normale. C'est-à-dire que le tissu normal subit des modifications. Et ça, c'est typique de l'inflammation chronique. Une inflammation aiguë n'a pas le temps. Elle va détruire le tissu, mais elle ne va pas le réorganiser. Il y aura une réorganisation qui est un remodelage qui est très important dans l'inflammation chronique. Et ce qu'on donne comme exemple le plus typique, c'est celui de la bronchopathie chronique obstructive chez le tabagique, qui est responsable en fait du fait que cette personne tousse et crache le matin. Et pourquoi cette expectoration, ces crachats abondants? C'est parce que dans l'épithélium de revêtement, il y a une augmentation considérable de cellules mucosécrétantes, les cellules à mucus. Et donc c'est pour cela qu'il y a une expectoration importante. Donc vous voyez qu'il y a un remodelage, une conséquence sur l'architecture du tissu, siège de l'inflammation chronique. Enfin, ne pas oublier que les signes systémiques, alors évidemment ils peuvent être marqués dans une inflammation aiguë grave, mais que ici les signes systémiques sont très marqués également parce que c'est un processus qui dure, et donc il y a asthénie, troubles du sommeil, amaigrissement, dénutrition, font partie des signes cliniques associés à l'inflammation chronique.
Deuxième point sur l'inflammation chronique, c'est le terme de persistant. En fait, vous allez le voir quand vous allez faire votre sémiologie, c'est que la définition de la bronchite chronique, c'est des expectorations 3 mois pendant plusieurs années. Pour la définition de l'hépatite chronique, c'est une cytolyse hépatique qui dure plus de 6 mois. Donc vous voyez que le facteur temps, dans la définition de la chronicité, il varie selon parfois l'organe siège de l'inflammation chronique. Aujourd'hui, on n'a pas une définition stricte pour chacun des organes, le délai lui-même varie selon l'organe, selon la maladie, hépatite chronique ou bronchite chronique. Ce n'est pas du tout la même période de temps. Les étiologies de l'inflammation chronique, donc on revient, c'est lié bien sûr à la définition. Premièrement, inflammation aiguë pour laquelle la détertion n'a pas été bonne. C'est-à-dire que l'agent n'a pas été éliminé, l'agent causal n'a pas été éliminé. Exemple clé, c'est l'ostéomyélite chronique. Un patient qui a une ostéomyélite aiguë, vous savez que l'os, c'est un des endroits lorsqu'il est infecté où il est difficile d'avoir une détertion correcte. Parfois, il est nécessaire justement d'avoir un traitement. Parfois, les antibiotiques peuvent mal pénétrer ou on n'a pas donné exactement les bons antibiotiques. Et donc, ça peut se chroniciser. Et on a ce qu'on appelle l'ostéomyélite chronique. Et dans ces formes qui proviennent d'inflammation aiguë dans lesquelles il y a du chronique, il y a souvent quand même par contre des polynucléaires, c'est-à-dire des éléments de la phase aiguë qui persistent. Mais vous avez de temps en temps, et même assez souvent, c'est des processus dans lesquels il n'y a pas de phase aiguë qui soit vraiment, dont on puisse témoigner facilement. Et donc, c'est exemple typique des maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde par exemple, où là, c'est essentiellement une inflammation faite de lymphocytes et de plasmocytes dans la synoviale, qui est responsable de l'épanchement. Chez ces patients, il y a un épanchement articulaire fréquent, et qu'on a seulement lors des phases de poussée aiguë de polyarthrite, l'activation du complément et l'accumulation de polynucléaires neutrophiles, mais en phase d'état, il y a uniquement des lymphocytes et des plasmocytes. Donc ça, c'est une maladie auto-immune qui va créer, dans un site particulier, une réaction inflammatoire. Et puis, il y a des processus dans l'inflammation chronique, on le verra, et dans une forme particulière d'inflammation, dans lesquels on a, vous le verrez en immunologie, une réaction immunologique particulière, qui sont des réactions de type hypersensibilité retardée, qui peuvent créer de l'inflammation chronique un petit peu particulière. Enfin, il existe des irritants chroniques, qui sont des substances exogènes le plus souvent, qui peuvent créer à elles seules une inflammation chronique. Et les exemples les meilleurs, ce sont les asbestoses, exposition à l'amiante, ou la silicose, exposition à la silice. Cela va créer, si je prends l'exemple de l'asbestose, de l'inflammation chronique de la plèvre, qu'on peut dépister à la radiologie, parce qu'on aura chez ces patients une inflammation chronique fibrosante de la plèvre, qui peut se calcifier, et qu'on appelle les plaques pleurales, et qui est un très bon témoin d'exposition à l'amiante chez des patients. C'est le fait d'avoir des plaques pleurales sur la radio de thorax calcifiée, c'est-à-dire de la fibrose qui se calcifie, avec un peu d'inflammation cellulaire. Donc, on le répète, quels sont les éléments clés de l'inflammation chronique? Monocytes macrophages, il n'y a pas d'inflammation chronique sans monocytes macrophages. Deuxièmement, lymphocytes, là également très important, qu'il s'agisse de lymphocyte T, de lymphocyte B. Troisièmement, comme il y a de la fibrose, il y a souvent des fibroblastes, cellules clés. Enfin, deux cellules qu'on a un peu tendance à oublier, mais qui sont très associées à de la fibrose, les polynucléaires éosinophiles et les mastocytes. Voilà un petit peu les 5 cellules clés de l'inflammation chronique. Alors voici ici un exemple typique d'inflammation chronique. Vous avez reconnu ici l'épithélium de revêtement, ici urothélial, il s'agit d'une vessie. Et en fait, vous voyez que dans le chorion de cette vessie, vous retrouvez de très nombreux ici plasmocytes. Je ne sais pas si certains d'entre vous arrivent à les reconnaître. Noyau excentré avec cytoplasme abondant. En fait, il y a un infiltrat qui est essentiellement plasmocytaire. Et puis, eh bien ici, vous avez un agent étranger. Il s'agit en fait ici de bilharzie. C'est une bilharziose urinaire. Et vous avez une inflammation chronique qui est ici, prédominance de plasmocytes. On pourrait retrouver souvent ici, vous voyez quelques polynucléaires à la surface, il peut y avoir quelques polynucléaires éosinophiles.
Dans l'inflammation chronique, on différencie deux grands types d'inflammation, l'inflammation non granulomateuse et on va le voir tout à l'heure, l'inflammation granulomateuse. L'inflammation chronique non granulomateuse, quelles sont les formes classiques les plus connues? C'est la bronchite chronique. Il s'agit également de l'inflammation synoviale de la polyarthrite rhumatoïde. Il s'agit également de la gastrite chronique, la gastrite liée à une infection par la bactérie Helicobacter pylori. Ça, prototype d'inflammation chronique non granulomateuse. Deuxièmement, on peut avoir des inflammations fibrosantes d'évolution chronique dans lesquelles c'est la fibrose qui va quelque part être au premier plan, même s'il y a également de l'inflammation. C'est ce qu'on appelle l'ulcère chronique gastrique, où on a une perte. Dans l'ulcère chronique gastrique, vous avez plus de muqueuse sous muqueuse, mais on a un socle fibreux et qui remplace complètement la paroi gastrique. Mais l'exemple le meilleur d'inflammation fibrosante, vous le reverrez, on en dira quelques mots tout à l'heure, c'est au niveau du foie, c'est la cirrhose du foie, quelle qu'en soit l'étiologie, c'est-à-dire l'alcool, le virus, les virus des hépatites notamment, et maladies auto-immunes. On pourrait dire également médicaments. Mais enfin, les trois grandes étiologies, alcool, virus, auto-immunité et médicaments. Alors voilà ici une photographie, une lame en fait d'inflammation chronique de la synoviale. Ici, vous avez le revêtement de la synoviale dans lequel on a des nodules lymphoïdes sous le revêtement. Et c'est un aspect assez classique d'inflammation chronique de la synoviale. Alors, point important du cours d'aujourd'hui, à côté de l'inflammation chronique non granulomateuse, on a l'inflammation granulomateuse. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, alors il faut savoir que quand on va parler d'inflammation granulomateuse, on va surtout parler quand on parle d'inflammation chronique. Toutefois, il faut savoir que l'inflammation granulomateuse, le plus souvent, évolue vers la chronicité, mais on peut pas, c'est une forme particulière d'inflammation qui parfois peut survenir assez rapidement et on ne peut pas automatiquement dire qu'à chaque fois toutes les inflammations granulomateuses soient automatiquement chroniques. Certaines peuvent survenir assez rapidement et peut-être une forme particulière de certaines inflammations aiguës. C'est pour ça que je suis très prudent lorsque je parle d'inflammation granulomateuse. Je dis qu'elles peuvent évoluer vers la chronicité, que le plus souvent ce sont des inflammations chroniques, mais qu'on ne peut pas dire systématiquement que toute inflammation granulomateuse, par définition, est une inflammation chronique. Le point important surtout, c'est la définition d'un granulome. Ça, vous devez le savoir. Un granulome, pourquoi on dit inflammation granulomateuse? C'est parce que c'est une inflammation où il y a un agglomérat de cellules macrophagiques et de cellules mononucléées, lymphocytes, plasmocytes. Donc en fait, ce sont la phase mononucléée de l'inflammation, mais qui est limitée, une inflammation qui est bien limitée, bien circonscrite. C'est comme cela qu'on appelle une inflammation granulomateuse. On la différencie d'une inflammation diffuse, qui va être diffuse par exemple à tout un tractus intestinal. Là, on n'aura pas de collection localisée de cellules de l'inflammation, on aura une inflammation diffuse. Donc dans les inflammations granulomateuses, c'est le fait qu'on ait un agglomérat de cellules localisées. Et dans cette inflammation granulomateuse, il y a souvent des cellules dérivées des monocytes de morphologie tout à fait particulière, qu'on appelle soit des cellules épithélioïdes. Alors il faut faire très attention à ne pas confondre cellules épithéliales et épithélioïdes. La cellule épithélioïde, c'est une cellule dérivée des monocytes, macrophages. D'accord ? Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle des cellules géantes, qui sont également des cellules dérivées des monocytes macrophages. J'ai vu que Diane Damotte, lors de son premier cours sur les cellules de l'inflammation, vous a présenté des diapositives de cellules épithélioïdes et cellules géantes. Et en fait, quand on a une inflammation granulomateuse, selon le type de cellules que l'on va retrouver, on va pouvoir discuter certaines étiologies. Et ça, c'est très important à connaître. C'est-à-dire que lorsqu'on a un granulome où prédominent les cellules épithélioïdes, mais également les cellules géantes, on parle alors de granulome épithélioïde gigantocellulaire. Et ce type de granulome épithélioïde gigantocellulaire, un point très important, c'est qu'on doit vérifier si ce granulome est nécrosé ou non nécrosé. Et les étiologies, eh bien, elles sont relativement restreintes. Alors, il faut être modéré quand même, il y a un panel d'étiologies, mais je dirais que devant un granulome épithélioïde gigantocellulaire, avec ou sans nécrose, il y a certaines étiologies. La première, ce d'autant qu'il y a une nécrose, c'est la tuberculose.
La tuberculose, la lésion élémentaire du